Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Alors toujours sur les berges de Liane et toujours au stand de l'association DSU en partenariat aussi avec Transat FM et la ville de Boulogne-sur-Mer qui organise cette manifestation. On est là sur un sujet, une rubrique, hein, Maxime, parce que Maxime nous a rejoint aussi. Bonjour Maxime. On est sur une rubrique un peu, je dirais pas conférence, mais voilà, on va discuter, on va prendre des thèmes et discuter. Un petit sujet technique. Un petit sujet. Et pour ce sujet-là, on a Jérémy Duhamel, qui est le jeune padawan du DSU avec Paul, qui est un apprenti, un numéricien, dans le numérique en tout cas, le développement et ainsi de suite. Et souvent on se pose la question, Maxime, déjà bonjour Jérémy, hein, bonjour. Pardon, excuse-moi. On s'est déjà vu, mais... Comme on s'est déjà vu, on s'est croisés, donc voilà, mais pour ceux qui nous rejoignent, l'idée c'était aussi de dire, bah voilà, de plus en plus le monde devient numérique. Rien ne se fait quand il n'y a pas de rien. Bon, en plus, la crise Covid a accéléré peut-être la numérisation. La dématérialisation des démarches. Dématérialisation des démarches, numérisation de machin. Et si t'as pas de PC, déjà quand t'avais pas de smartphone, t'étais pas in, t'étais out. Et surtout déconnecté de certaines choses, ou d'un service. Et puis on s'aperçoit aussi que les logiciels, bon, bah, y a l'achat de l'ordinateur, il y a l'achat du système d'exploitation. Il y a les logiciels aussi à payer, et ainsi de suite. Donc très vite, c'est un vrai budget. Complètement. Aussi bien pour le particulier que pour le monde associatif. Donc des gens ont très vite pris conscience de ça et de la difficulté pour beaucoup de gens. Et donc, Jérémy, justement, il y a une réponse. Vous êtes là pour ça. Il y a le libre, mais le livre ne veut pas forcément dire gratuit, c'est ça, je pense. Complètement, ça va faire partie de mon propos. Alors en fin de compte, Jérémy va intervenir sur c'est quoi le libre. C'est ça. C'est quoi être libre? Ça va être le sujet. Du coup, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique, c'est politique. Et c'est politique par plein d'aspects. Ça a participé à changer notre société depuis à peu près 50 ans que ça s'est développé. 500 ans. Et ça l'a changé notamment via Internet, en rendant possible la liberté d'expression qui était théorique depuis la Révolution française, puisque seuls celles et ceux qui avaient accès à l'imprimerie pouvaient s'exprimer réellement. Et il est aussi politique parce que il est incontournable, on l'a dit, pour accéder à de nombreux services publics. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 13 millions de personnes en France qui sont exclues de prestations sociales, tout ça auxquelles ils et elles auraient droit, mais dont ils ne peuvent pas bénéficier parce qu'ils n'ont pas les compétences numériques. Non, c'est uniquement les compétences numériques ou c'est le matériel numérique qu'on n'a pas, ou on a le matériel mais on ne sait pas l'utiliser. Il y a un peu tout ça. À une époque, c'était la fracture numérique sous Chirac. C'était ceux qui n'ont pas de mulot, de souris pour naviguer. Mais là, je pense que maintenant, avec les smartphones... Mais en fait, il y a un peu tous ces aspects. Il y a l'aspect compétences. Je sais utiliser l'outil numérique. Il y a l'aspect matériel. Il y a l'aspect j'ai un accès à Internet, ce qui n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Notamment, il y a pas mal de zones en France qui sont des zones blanches où les fournisseurs d'accès à Internet principaux estiment que c'est pas rentable de s'y installer. Du coup, ces gens continuent d'avoir une connexion, soit pas de connexion du tout, soit une connexion très très lente et instable. Et du coup, ça participe à exclure ces gens-là. Là-dessus, il y a des réponses associatives de solidarité sur les fournisseurs d'accès à Internet. C'est ça. Il y a l'association, il y a la fédération FFDN, donc la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, qui apporte une réponse à ça en proposant des fournisseurs d'accès à Internet qui sont plus locaux et qui, y compris, proposent de l'Internet plus humain et notamment en pouvant s'adapter à des situations un petit peu plus particulières. Et du coup, un autre aspect du politique du numérique, c'est son aspect environnemental, avec tous les coûts en métaux rares que ça représente de construire des ordinateurs, des smartphones, des télévisions, tout ça. Et ces métaux rares qui souvent se trouvent dans des pays avec des situations politiques parfois un peu complexes, des situations de guerre, des choses comme ça. Et donc cet impact environnemental est aussi un impact géopolitique. Et là, on va avoir des entreprises comme Fairphone qui vont chercher à proposer des téléphones réparables, donc qu'on a besoin de changer moins souvent, et en cherchant des matières premières dans des pays où le droit du travail est un peu plus respecté, ce genre de choses. Mais forcément, ça représente un coût supplémentaire pour l'acheteur, en fin de compte.
Et finalement, l'aspect un peu plus commun, c'est que ça permet de se retrouver, de débattre et de s'organiser, notamment via Internet. Et ça a permis à des gens des minorités qui sans ça ne se seraient pas retrouvés, de pouvoir un peu échanger et faire communauté. Je pense notamment au mouvement MeToo, je pense aux Gilets jaunes et je pense à l'émergence des discours LGBTQIA+, de ces dernières années. Et donc pour ça, il y a plusieurs aspects politiques et donc plusieurs axes. Sur les enjeux d'Internet, on en a parlé, il y a les fournisseurs d'accès à Internet associatifs qui agissent. On a des organisations qui font partie de l'État comme l'ARCEP et la CNIL qui agissent aussi sur ces aspects. Et sur la limitation de l'impact environnemental, on va avoir, du coup, je l'ai dit, Fairphone. On va avoir sur le poids environnemental que représente la publicité des associations comme Résistance, Agression publicitaire. Et enfin, sur la façon dont on conçoit les programmes informatiques et dont on les distribue, il y a plusieurs philosophies. Il y a la philosophie un petit peu majoritaire du logiciel propriétaire, dont on ne peut pas accéder au code source, donc à la recette, et qui est bien souvent payant et souvent onéreux. Et on a le programme libre, qui va être accessible à tous, dont on va pouvoir étudier la recette et un peu l'adapter si on en a les compétences techniques. La recette, c'est le code, c'est ça? C'est ça, c'est le code. Les 0 et les 1. Exactement. Merci Delphine pour le café. Et du coup, sur le libre, on a tendance à entendre aussi les termes d'open source et un peu à les assimiler, à croire que c'est des synonymes. Pourtant, il y a quand même quelques différences qui ne sont pas tant des différences techniques ou légales que des différences philosophiques. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, du coup, le programme dans les deux cas est utilisable par tous. Son code est lisible par tous et il est modifiable. Lisible par tous, il faut être bilingue quand même. Théoriquement lisible par tous, mais pour après, il faut avoir les compétences techniques, voilà, bien sûr. Mais tout le monde peut y contribuer, ça je vais en reparler après. D'accord. Pas forcément que des développeurs. Et du coup, dans les différences, il y a le fait que le logiciel open source, il est avant tout open source dans l'intérêt de son concepteur. C'est-à-dire que ça a des aspects plus intéressants d'un point de vue technique, d'avoir accès à peut-être de la main-d'œuvre bénévole, d'avoir de la revue par les pairs, ce genre de choses, ce qu'on n'a pas forcément... Quand c'est un logiciel propriétaire, on doit faire appel à des entreprises qui financent ça, tout ça. Et le logiciel libre, c'est fait dans l'intérêt de son utilisateur. Le but du jeu, c'est de rendre le pouvoir à l'utilisateur ou à l'utilisatrice. C'est pas le logiciel qui est libre, c'est vraiment la personne qui l'utilise. Celui qui l'utilise qui est libre. En fin de compte, c'est ça. Comme ton émission Vivre libre. Et comment je suis libre, je suis pas attaché au logiciel. C'est ça. Je vais aller à la gauche, je vais aller à la gauche et c'est je vais à la droite, comme certains logiciels qui me disent d'aller à la droite. C'est ça. Et notamment, il y a un service de cloud français qui est libre et dont le slogan, c'est « Vous allez rester puisque vous pouvez partir ». Dans le sens où c'est ouvert, on peut facilement exporter ses données, tout ça, on est libre de le faire et du coup c'est un vrai choix voulu de rester chez eux. Là où Microsoft ou Google Drive, ils vont plus faire en sorte de vous rendre captif de leur plateforme et c'est ça qui ils va vont vous nous faire rendre rester. dépendants en fin de compte, c'est une forme de dépendance. Intéressant tout à l'heure, tu parlais de bénévolat. Bénévole, donc en fait c'est une autre forme de... Non, c'est le même bénévolat, mais là c'est un bénévolat en ligne. Complètement. En fait, qu'on voit beaucoup de gens tout autour de nous qui sont bénévoles justement dans leur association. Voilà, des fois s'il y en a et on les voit pas trop, mais ils sont là. C'est ça. Et justement, ça va être un peu ma conclusion sur le fait qu'il faut préserver ces communs. Mais du coup, j'y reviendrai un petit peu après. Pour l'instant, je vais parler de comment un petit peu changer ses usages quand on est habitué à du logiciel plutôt propriétaire. Et du comment coup, aussi on retrouve... Il y a des moyens de savoir si le logiciel est libre ou pas libre Parce que parfois, s'il y a des choses gratuites, on s'aperçoit que le libre c'est gratuit, mais c'est pas forcément ça. C'est ça. Parce que parfois on dit c'est libre, c'est gratuit, c'est bien. Quelque part, on est la marchandise. C'est ça, on a souvent ce slogan si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça s'applique principalement au logiciel propriétaire. En fin de compte, ça va être le moteur de recherche de Google. C'est pas libre. Au contraire, ça nous emprisonne dans... Tout autre chose. C'est ça. Le libre, souvent, sur le site web de l'outil, ce genre de choses, ils vont se revendiquer soit du libre, soit de l'open source, vu qu'on a vu que d'un point de vue technique, c'est la même chose. Et après, comment dire, si je dois chercher longtemps l'information sur c'est libre ou pas, il y a de bonnes chances que ça le soit pas. D'accord. De manière générale. Moi, c'est simple. Le libre s'affiche.
Le libre, en fin de compte, affiche tout de suite ça. C'est ça. Voilà, C'est dans un objectif de transparence, bien Donc, évidemment, ils affichent aussi le fait Comme disait l'autre, ils sont plus c'est transparents. opaque, plus c'est fou. C'est Et ça. C'est ça. Un loup. C'est exactement ça. Et du coup, là, je vais vous parler un petit peu de quelques logiciels propriétaires et vous allez me dire si vous êtes amené à les utiliser dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, on va commencer par la suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Est-ce que vous utilisez ça? Non. Personnellement, non. Ok. Parce que du coup, vous Une utilisez alternative. probablement LibreOffice, qui est Moi, forcément. oui, mais pas forcément. Moi, j'utilise plus Page. Page. Je Apple. ne connais pas. C'est Apple. Apple. Ok. Donc c'est un bon. Donc Apple c'est propriétaire, R. mais du coup je te propose la même alternative, ce qui est LibreOffice, qui a l'avantage aussi d'être gratuit, là où Microsoft Office c'est un coût, il me semble, mensuel ou à l'année, Ouais, quelque on peut chose comme s'abonner, ça. ça dépend. Alors, comme Page, en fin de compte, c'est payé dans le prix de l'ordinateur. Mais bon. Et du coup là LibreOffice c'est gratuit et c'est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et probablement iOS aussi. Oh, Et c'est ouais. qualitatif en plus. Et c'est qualitatif, ça propose rigoureusement toutes les fonctionnalités qu'on a dans Word ou dans Excel ou dans la version Microsoft, mais pas forcément de la même façon, on va pas les trouver aux mêmes endroits, tout ça. Après, je pense qu'aussi, il y a des gens qui c'est une habitude. On va pas forcément. On a tellement l'habitude d'aller cliquer en haut à droite qu'un coup, il faut cliquer en haut à gauche et ça nous embête. C'est ça, Quelque part, on l'a aussi. c'est ça, mais ça va être rigoureusement ce genre d'automatisme qu'on va devoir un petit peu modifier si on veut passer à LibreOffice. Ça, c'est comme iOS ou bien Windows. Il y a des automatismes, des raccourcis clavier que incapable de reproduire, C'est ça. de comprendre. C'est des automatismes. Alors, quelque part, ils m'ont fermé dans leur modèle. Tout à fait. Et du coup, Messenger ou WhatsApp, les messageries de Meta. Messenger. Ok. WhatsApp. Du coup, est-ce que vous connaissez le modèle économique de la maison mère Meta de WhatsApp et Messenger? Non. Ah, c'est le même principe. Hein. C'est- C'est gratuit, mais voilà. C'est Il y a ça, la pub, Il y a de la il y a la publicité. donnée. les Revente de données, tout non ça. C'est ça, c'est de la revente de données où du coup toutes les correspondances que vous allez pouvoir avoir sur Messenger et une partie de celles sur WhatsApp, celles qui ne sont pas chiffrées, vont être disponibles par la maison mère et ils vont s'en servir pour un peu prédire vos Les fameux opinions, les fameux vos goûts. algorithmes, tout ça, calculé. C'est ça, et pouvoir un peu définir quels produits ils vont pouvoir vous vendre, ce genre de choses. Mais ça a aussi des impacts plus concrets que juste « Ah j'ai de la pub bien ciblée ». On a souvent tendance à croire qu'on n'a rien à cacher, qu'ils peuvent bien savoir tout ça. C'est principalement parce que pour l'instant on est dans un pays où ça va entre guillemets pas trop mal. Par exemple, l'avortement en France, on n'a pas forcément à le cacher. Il s'est passé récemment justement aux USA. Facebook, C'est ça, on peut plus en dire autant aux États-Unis. Facebook et avant Facebook à donner des données exactement. à la justice. Facebook considéré a comme commencé un à la crime, en plus. justice une États une qui ont fois que- interdit l'IVG. C'est ça. Et du coup, là, l'alternative que je vais vous proposer, c'est Signal, qui est une messagerie gratuite et qui est disponible sur Android iOS et qui permet d'avoir des correspondances qui sont chiffrées, c'est-à-dire que seul moi et mon correspondant ou ma correspondance vont pouvoir savoir ce qu'on se dit. Même la maison mère Signal ne sait pas quelle correspondance circule sur sa messagerie. Et du coup, ça a un impact. Ça me permet d'être sûr que mes Oui, correspondances. mes données Ouais. restent dans un circuit fermé. C'est ça. Ensuite, Gmail, la boîte mail de Google. Ouais, Gmail, oui, on l'utilise. Oui, ouais. pour. Oui, non, même pour. Et j'ai pas que ça. Mais du coup, cette boîte mail qui s'est un peu rendue tellement grande que pour Omnipotente. beaucoup. Omnipotente que pour beaucoup, le mail, c'est Gmail. A le même problème que Facebook ou toutes les C'est très correspondances. simple à créer, c'est 2 clics, 3 mots, un mot de passe qu'on met, créer un compte. Ça prend de... Parce que C'est quelque ça. part, dans le livre, hein, j'ai vu des logiciels libres, c'est pas aussi ergonomique, c'est pas aussi intuitif, il faut plus réfléchir pour utiliser. Alors que parfois, tous ces logiciels-là, voilà, ça va très vite à créer son compte, à utiliser. Je veux dire, il faut aussi pas se cacher la chose. Donc, il y a aussi une notion de facilité, je m'embête pas. Complètement. Et c'est pour ça que les alternatives que je vous propose, j'ai vraiment cherché à en trouver avec des designs un peu bien faits et avec vraiment un aspect ergonomie, tout ça qui fait que c'est pas rébarbatif à utiliser. Parce que je sais que c'est malheureusement le cas de beaucoup de logiciels libres. Pas les designers.
C'est ça. Pendant beaucoup de temps, on est resté un peu entre développeurs à concevoir nos logiciels, tout ça, et à faire un peu des petites guerres de ah bah ça va pas, je vais faire une alternative, tout ça, et on se retrouve inondé d'alternatives toutes moins ergonomiques les unes que les autres. Et depuis quelques années, il y a des designers et designeuses qui commencent à s'intéresser au libre. Notamment en France, on a la designeuse Maywan qui est bénévole dans une association qui s'appelle Framasoft et qui fait le design de beaucoup de logiciels libres français et qui vraiment a à cœur que ce soit utilisable par toutes et tous, et, y compris d'un point de vue accessibilité, puisque j'ai omis de le parler tout à l'heure, mais ce qui exclut beaucoup de gens des services publics aussi, c'est l'accessibilité d'un point de vue du handicap. Du handicap, oui. Où, Des vitrines plus grandes, des choses comme ça, la reconnaissance sonore et... C'est ça, où on va avoir un aspect du coup où les sites de l'État, pour qu'une démarche soit considérée comme accessible, on va regarder si le début l'est, si la fin l'est, mais on va pas vérifier que ce qui est entre les deux soit accessible et que la façon d'accéder à la démarche le soit. Et du coup, ça fait que beaucoup de personnes avec des handicaps sont pas en mesure d'accéder à ces démarches en ligne. Mais du coup, j'ai fait en sorte que les alternatives que je vous propose soient au minimum accessibles. Et du coup, l'alternative à la boîte mail de Google, qui je disais hégémonique, et du coup, ce qui pose problème, le fait que Gmail soit hégémonique, ça fait qu'ils et elles peuvent décider quels concurrents ils vont accepter, dont ils vont accepter les mails. Si moi, demain, je monte ma petite boîte mail dans mon coin, elle va être considérée comme spam par Google, et donc je vais m'exclure de la plupart des gens avec qui je vais être amené à parler. Et du coup, l'alternative, c'est ProtonMail, qui est fait par une petite boîte en Suisse, qui a été monté par des anciens du CERN et qui propose pas mal de services, donc une boîte mail et d'autres services un petit peu. Le CERN en Suisse est vachement ouvert au logiciel libre. Justement, l'ouverture de la data, c'était aussi au départ sur plein de choses avec... Y compris l'invention du web, c'est le CERN. Le CERN, c'est impressionnant, le CERN. Complètement. Ils ont fait avancer l'informatique. Même sur l'Unix, tous les noyaux. Oui, ils utilisent beaucoup Linux, Unix et tous les systèmes d'exploitation un peu libres, ils vont utiliser ça. Et tout ce qu'ils produisent est accessible librement en ligne, tout ça. Et du coup, finalement, Android, le système d'exploitation par téléphone de Google, est-ce que vous l'utilisez ? Ce cas-là est un petit peu particulier parce que je vous parle d'un logiciel open source quand je parle d'Android. La base est accessible à toutes et tous, on peut en consulter le code source, tout ça. Ce qui pose problème, c'est ce que Google va rajouter par-dessus. Des logiciels... Surcouches, on appelle les surcouches. C'est ça, des surcouches qui vont rajouter des fonctionnalités un peu importantes comme les notifications, en contrepartie de rajouter des trackers, des trucs qui vont nous pister, tout ça. Et on se retrouve finalement avec un espion dans notre poche qui en sait probablement plus sur nous que nous-mêmes. Et du coup, l'alternative dont je vais vous parler, c'est iOS, qui est distribué par une entreprise avec des téléphones préinstallés, tout ça, qui s'appelle Murena, et qui est basiquement une version dérivée d'Android, où ils ont retiré tout ce qui posait problème, et ils ont transformé ce projet open source en un projet libre qui remet l'utilisateur au centre, et notamment qui ne le piste pas. Le nom, c'est iOS. Comme Apple. Comme Apple. Non, Apple, c'est iOS. C'est du coup... bah voilà. En français, Apple, ça se dirait iOS. En français, le projet dont je vous parle, ça serait EOS. Ah. Voilà. Voilà. Même ça crée la confusion. Oh bah, Même ça crée la confusion. Malheureusement, oui, et ils sont en train de réfléchir à changer un peu de nom, tout ça. C'est pour ça que leur entreprise où ils vendent les téléphones s'appelle juste Murena. Mais le projet associatif derrière le système d'exploitation s'appelle toujours I. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de 4 alternatives qui soient accessibles à tous et qui ne soient pas trop rébarbatives à utiliser. Mais si on veut trouver d'autres alternatives, on a 2 options dont je vais vous parler. Le catalogue Frama Libre, qui est fait par l'association Framasoft et qui est un répertoire qui propose des tas de logiciels libres pour couvrir à peu près tous les usages. Et on va avoir le site alternative2.net, qui est un site qui propose des outils, des alternatives à tous les logiciels, basiquement, qui ne sont pas forcément des alternatives libres, mais on peut filtrer les résultats pour avoir juste les logiciels. Là, on parle des habitants, des gens, mais il faut penser que les associations elles-mêmes sont confrontées à des coûts, puis elles aussi souhaitent peut-être s'engager
En étant libre. Hein. Ah ouais, non, mais c'est Et sûr. donc, les associations, c'est intéressant, justement. Non, puis il y a des ces outils éléments. informatiques qui facilitent la gestion associative, la gestion des adhérents, des choses comme ça. Je sais qu'il y avait des association B, la B Association, qui était un logiciel libre, avec un joli papillon, un monarque, justement, qui permettait de gérer La les compta. adhérents, les ressources. Ça, c'est intéressant pour les associations. Et d'ailleurs, l'association Framasoft a édité un guide à l'intention des associations, leur permettant de changer leurs usages pour être plus libres. Et ce guide s'appelle Résolu, R-E-S-O-L-U, et il est disponible sur Internet. Et donc, on pourrait, Librement. pourquoi pas le mettre, une petite publication sur nos Il réseaux, faudra faire sur Oui. sur l'association. l'ensemble de je nos pense, réseaux et sur... même pour que faire les l'objet assos d'un puissent tapas retrouver. débat là-dessus, justement, sur le libre. Complètement. Et du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu comment changer ces usages, je vais essayer de vous sensibiliser au fait qu'il faut préserver ces communs numériques, puisqu'on l'a dit, de nombreux outils libres ne reposent sur le travail que d'un ou deux bénévoles, bien souvent. Le célèbre lecteur vidéo VLC, Ah, c'est 3 bénévoles par an en moyenne. Mais ça nous sauve la vie, VLC, de Et toute ça, façon. ça Non, nous mais- sauve la vie, c'est utilisé absolument n'importe où. Et c'est ce qui nous permet d'accéder à de la vidéo là où la plupart des lecteurs propriétaires ne le permettent pas. Et c'est très simple à utiliser, je trouve. Et c'est très Même au simple. à niveau utiliser. ergonomie, là-dessus, on disait que parfois c'était pas forcément ergonomique, que le design n'était pas forcément top. Bon, le code de chantier, ça J'allais ça veut dire, il y a que une... c'est symbolique. Maintenant, on le repère il est tout de suite. personnifié c'est- déjà. Ça, Et puis, en fin de compte, c'est très simple d'utilisation. C'est très intuitif. complètement. Et il y a très très peu de choses qui impliquent de la vidéo qui ne peuvent pas être faites par VLC. Même faire du live comme ce qu'on est en train de faire, VLC le proposait avant Twitch. Mmh. Et Pourquoi, hein c'était juste une feature qui n'était pas très très connue et qui était Oui, c'est enterrée ça. dans le Voilà. paramètre, Après, c'est tout ça. ce qu'on met derrière la machine de communication, l'argent qu'on y met, et ce qu'on veut y gagner. C'est ça. Et du coup, tout ce travail a un coût et ne rapporte que très peu, puisque les outils sont bien souvent accessibles gratuitement, ce qui a un avantage pour les utilisateurs et utilisatrices, et c'est important que ça le reste. Mais c'est pas ici au Berge de Liane que je vais apprendre qu'il faut chérir les bénévoles et faire en sorte d'en avoir. Non, il faut les préserver et les soutenir. C'est ça, les soutenir. Et du coup, si on veut ensemble préserver cette vision du numérique, il y a 2 grandes façons de le faire. La première, c'est si on en a les moyens, faire des dons aux associations derrière ces projets libres, notamment LibreOffice, c'est une association à but non lucratif qui s'appelle The Document Foundation. Et du coup, c'est important de la soutenir. Le projet Wikipédia, la célèbre encyclopédie en ligne, pareil, ils font souvent des appels aux dons puisque leur travail ne repose que sur du bénévolat, ce genre de choses. Et la deuxième option, ça va être de contribuer. Et pas besoin d'être développeur ou développeuse pour contribuer. Ah bon? Je pourrais contribuer, par exemple. Tu pourrais complètement contribuer, toi. Déjà, si t'es bon dans une langue, que ce soit l'anglais ou même une langue régionale, tu peux aider à traduire un logiciel. Si tu parles breton et que tu as un logiciel qui n'est pas traduit en breton, tu peux le faire et il y aura sûrement des tas de gens que ça intéressera. C'est breton. Voilà. Mais il y a des tas de logiciels qui sont en attente d'être traduits et ça peut, notamment les logiciels pas ergonomiques dont on parlait tout à l'heure. Souvent, le problème, ça va être que ça va être des logiciels en anglais et on va les apporter à un public francophone ou hispanophone ou que sais-je. Oui, après, je pourrais contribuer si je sais utiliser un logiciel qui est en anglais. Contribuer en éditant un tuto, par exemple. Comment utiliser par exemple ça peut être aussi, ça. Ça peut être ça aussi. Une autre option, ça peut être de faire de la cartographie collaborative pour le projet OpenStreetMap. Il y a une petite application qui s'appelle Street Complete sur Android où juste on va se balader en activant la géolocalisation et ça va nous poser des questions genre dans la rue où vous êtes, est-ce que c'est des pavés, est-ce que tel magasin existe toujours, est-ce que sais-je. Ah ouais. Et juste en répondant à ça, on participe au projet OpenStreetMap qui est une alternative à Google Maps et on permet que ce projet ait toujours des données relativement actuelles. Et c'est super simple de le faire, c'est aussi simple que de jouer à Pokémon Go. Vas-y. Ouais. Et Il faut faciliter aussi. Quand on a des gamins qui veulent pas trop marcher, à la rigueur, on peut leur ça demander. peut être le moyen de rendre ludique des balades. Des complètement. balades. Et ensuite, on l'a dit tout à l'heure, partager ses connaissances sur Wikipédia. Si on y connaît quelque chose sur un sujet, la menuiserie, les poissons, que sais-je, on peut rajouter du contenu, vérifier le contenu, l'étoffer, rajouter des sources, tout ça sur Wikipédia.
Et c'est toujours bienvenu et c'est toujours très très important de maintenir cette encyclopédie libre. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, comme je viens de le faire, les gens aux enjeux du numérique. Et notamment en faisant des conférences, comme je viens de le faire. Merci de m'avoir écouté. Non, mais c'était très intéressant, Jérémy. Je pense que là, je pense qu'il y a encore plein de questions à te poser, à essayer de comprendre. Et il y a encore à en discuter pour sensibiliser, aller plus loin. Puis après, je pense qu'il faudrait faire aussi une étude des besoins des associations. Dire, voilà, vous avez besoin de quoi en fin de compte en numérique? Et peut-être on pourrait s'apercevoir qu'on n'a pas besoin forcément d'un tas de batteries de logiciels payants. Et que peut-être le libre, même ou le libre modique, on pourrait l'adapter, je sais pas, pourrait largement suffire à l'utilisation qu'on en fait. Est-ce qu'on a besoin d'un PC de gamer pour juste faire son flyers associatif? Peut-être un PC reconditionné sous Linux en utilisant GIMP, Inkscape ou le DSU. Je crois que Maxime fait aussi des formations dessus pour l'utiliser. Ouais. C'est une forme de contribuer du logiciel, faire les formations gratuites au DSU. Bah, ça suffirait des associations, par exemple. Je pense qu'il faut aussi faire une étude des besoins des associations, dire en fin de compte il y a l'alternative, ne cherchez pas plus loin, parce que c'est vrai que ça me ferait mal au cœur d'acheter un logiciel de retouche d'image où j'ai payé relativement cher, en espérant un joli résultat. J'aurais un résultat minable, je serais déçu, et en plus je serais déçu d'avoir payé autant l'abonnement, donc ce serait la double peine. Donc autant être déçu qu'une fois si le résultat n'est pas bon, parce que je suis pas encore assez bon sur un logiciel qui m'a pas trop coûté, en tout cas. C'est ça. En tout cas, une adresse aussi, c'est le Synapse, où on peut te retrouver, Jérémy, régulièrement, tous les jours quasiment de la semaine, sauf quand tu es en formation, pour si on veut discuter sur le logiciel libre, sur l'accompagnement au numérique, en fin de compte. Que le numérique soit accessible à tout le monde, je pense que le Synapse répond à ces besoins-là, tant sur un truc personnel qu'administratif. Et puis on te retrouve aussi tous les mois sur la chaîne Twitch du DSU, avec Jae, donc je sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas on lui dira bonjour, elle pourra l'écouter le bonjour à replay, donc elle aura tous les jours bonjour de notre part, c'est l'avantage. Vous faites une émission, c'est Vivre Libre, qui fait la promotion en fin de compte du logiciel libre et qui explique voilà ce que c'est qu'Internet, après qui essaie de familiariser en fin de compte le grand public avec ces gros mots qu'on utilise tous les jours, sans forcément savoir, comme tu l'as dit, l'open source, le libre, le gratuit, on mélange un peu tout ça, ou on nous fait mélanger tout ça. Voilà, ça noie un peu plus le poisson dans l'eau, donc... C'est ça. Et l'objectif de Vivre Libre, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser les gens au numérique et au numérique éthique et libre, tout ça, et aux enjeux du numérique de manière générale. Derrière, il y a aussi le gratuit, le côté éthique qui est important aussi, je veux dire. C'est ça. Comme le téléphone qu'on va faire là où il y a un code du travail qui existe. On va le fabriquer là où les réglementations existent. C'est aussi important, je veux dire, la consommation éthique. En tout cas, merci Maxime aussi d'avoir participé à ce petit échange au débat avec Jérémy. Merci à Jérémy, c'est très intéressant, puis on se sent investi quand même. C'est en toi, je veux dire. Ça colle à la peau. Non, mais c'est bien, mais ça fait partie aussi. On est des militants de l'éducation populaire et je pense que ce qu'a fait Jérémy, c'est un bel exemple de l'éducation populaire. Et c'est voilà. Donc, peut-être le Wikipédia, c'est aussi une forme de l'éducation populaire numérique. C'est ça. Où chacun vient instruire l'autre, ou voyez. Échanger, éduquer, ou je sais pas trop quoi, en tout cas échanger est intéressant. Et toujours merci à Hubert qui est toujours dans sa vie, dans son aquarium. On lui penser à lui jeter des daphnées, des manger pour poisson tout à l'heure, parce qu'il doit avoir faim. Pour lui mettre un puller aussi, je pense à ne donnez pas à manger au poisson qui est dans le bocal, si vous voulez, on va dire aux enfants. Voilà, donc un grand merci à tout le monde, et puis on se retrouve après. Je pense qu'il y a aussi une petite rubrique sur l'emploi associatif qui va venir avec Delphine Debuche. Plus tard dans la journée. Merci Jérémy et à bientôt. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.